Qu'est-ce que les NFT, ces jetons non fongibles, ces certificats de propriété numérique certifiés dans la blockchain par une communauté d'ordinateurs peuvent bien changer pour le secteur de la presse? Représentent-ils une nouvelle voie de monétisation qui permettrait à ces médias de trouver une autre façon de gagner leur vie en dehors de la pub et des abonnements traditionnels? Permettront-ils aux journaux, aux magazines de retrouver la valeur que l'Internet et les géants des réseaux sociaux leur ont pris sans crier gare? Quels nouveaux modèles sont envisageables? Quelles premières expériences avec les NFT pour le monde de la presse? On en parle tous ensemble avec Laurent Beignet, le rédacteur en chef de 20 minutes et de 20 minutes Mint, le premier magazine gratuit grand public au monde consacré au Web3. Bonjour Laurent, comment ça va? Salut, très bien, merci et toi? Très heureux de t'accueillir ce matin, de bonne heure et de bonne humeur. J'avais envie de te poser une première question parce que j'ai observé que vous avez multiplié les initiatives chez 20 minutes avec les NFT. Qu'est-ce qui s'est passé Laurent? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Je sais jamais exactement, retracer ce déclic, mais je pense qu'il y a eu plusieurs personnes à l'intérieur de l'entreprise qui avaient un intérêt personnel pour le sujet et puis ça s'est combiné et on a fait les premières expérimentations il y a un peu plus d'un an effectivement, ce qui était précoce pour, le secteur des médias. Alors depuis un an, qu'est-ce que vous avez fait comme grand type d'expérimentation? On a commencé par, vendre un numéro unique aux enchères. C'est un numéro qui n'avait jamais été, publié en print, qui avait été fait en PDF et qui parlait des années, 2020, qui était un peu prophétique. C'était, un numéro qu'on avait fait juste avant le début de la pandémie et qui nous prévoyait une décennie de galère. Donc, on avait vu, juste en tout cas pour le début de cette décennie et on a décidé de la vendre, aux enchères, cette production en NFT au profit d'une association. Et pourquoi on a fait ça? Beh, notamment pour questionner, les limites du droit de l'époque. Donc on était, il y a un peu plus d'un an et il était impossible de vendre au marteau, donc dans une salle, de vente aux enchères physique, un bien immatériel comme un NFT. La législation a évolué depuis, mais à l'époque, ça nous a contraint à réfléchir avec le législateur à ce qu'on pouvait faire et techniquement, on a vendu une plaque d'impression, hein, donc assez bizarrement puisque c'est un magazine qui n'a jamais été imprimé, n'est jamais parti à l'imprimerie, mais on a vendu une plaque d'impression faite pour l'occasion et le NFT y était rattaché. Ça nous a permis surtout d'acculturer, dans la boîte et d'avoir, les premières discussions avec la direction comptable, avec le juridique autour de ces objets un peu, atypiques que sont les NFT et de mettre sur pied le projet d'après qui était lui beaucoup plus ambitieux, qui était donc de vendre 1000 NFT, 1000 NFT uniques pour financer un journal et pour le piloter. C'est ce qu'on a fait, c'est le projet 20 Mint et on a vendu ces 1000 NFT en avril en quelques heures. Grand succès, hein, 1000, c'est incroyable. Et vous les avez vendus à quel prix? On les a vendus à l'équivalent de 280 €, hein, Ah oui. l'Ether qui était la monnaie dans laquelle on vendait ces NFT était beaucoup plus cher au moment, où on lançait cette opération. Aujourd'hui, il vaut, moitié moins, mais ça nous a permis de lever donc la moitié de cette somme puisque l'autre moitié allait à notre partenaire qui est, un studio qui s'appelle Capsule Corp Labs et avec, cet argent, on avait de quoi, financer le premier magazine, tiré à 800 000 exemplaires quand même, hein, donc c'est très coûteux, avec 24 pages, et puis un certain nombre d'opérations tout autour pour rendre cette, sortie un peu spéciale, pour en faire un événement, parce que c'est le genre de magazine qui voilà, mérite un petit peu de pédagogie et de communication. Donc c'est un peu une première mondiale ce que vous avez fait, non? Eh ben, j'ai regardé, j'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre l'ait fait effectivement. Après bon, Cocorico, voilà. cocorico, c'est une première mondiale. Bravo à toi et toute ton équipe. Tiens, j'aimerais que tu partages, et on va prendre les questions de celles et ceux qui sont présents avec nous dans le direct. Ils sont présents sur LinkedIn. Voilà. Je voudrais que tu nous partages un tout petit peu, retour d'expérience. Qu'est-ce que tu as appris? Peut-être sur l'interne d'ailleurs, tu nous disais, bah, ça, on a culturé aussi l'interne. Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience? Alors, il y a des tonnes de choses que j'ai apprises, il y a des choses que j'apprends encore. Une des choses que j'ai apprises, va t'intéresser, c'est la puissance de Discord. Je sais que tu es aussi un utilisateur chevronné du serveur. Moi, j'ai découvert ça avec cette opération-là et réunir, une, communauté, donc les acheteurs de NFT. D'abord, c'était les acheteurs potentiels, hein. On a fait une partie de l'animation avant la vente sur Discord. Puis aujourd'hui, les acheteurs des NFT, sont réunis dans notre Discord pour, mener le journal avec nous. On est en train de travailler sur le numéro 2 du journal qui sortira
le 15 novembre, et on le fait toujours avec les détenteurs des NFT qui, eh ben, simplement débattent des sujets du journal, interviewent avec nous un certain nombre de personnes. Enfin, voilà, toute la partie édito se fait sur Discord, et j'ai découvert à la fois la complexité d'une animation sur Discord et sa puissance, parce que jamais, moi qui gère depuis 18 ans des communautés pour 20 minutes, jamais j'avais vu une communauté aussi efficace. Et je pense que l'outil est pour quelque chose, sans doute aussi la typologie des gens qui se réunissent, mais l'outil donne des réactions super. Je crois que sur la nuit du web, certains auront l'occasion de le découvrir grâce à toi, et je pense qu'ils prendront la même claque que moi il y a quelques mois quand on est arrivé sur ce serveur. Mmh. Donc ça, c'est un des premiers enseignements. Il y en a beaucoup. C'est forcément très riche quand on délègue une partie du travail qu'on a l'habitude de faire tout seul à des gens qui ont plein d'autres compétences et plein d'autres connaissances, mais qui ne connaissent rien au journalisme et à la réalisation d'un journal. C'est ultra formateur. Ça permet aussi de questionner des choses qu'on fait depuis des années sans même s'en rendre compte, et de comprendre que finalement monter un magazine de 24 pages, certes, c'est pas envoyer des fusées sur la Lune, mais il y a quand même une petite techno, une petite technique, et c'est sympa de le faire avec des Béotiens et de reprendre les bases avec eux. Mmh. Je voudrais avoir ton point de vue. Virginie te pose une question. Comment la blockchain et les crypto-monnaies plutôt issues du monde financier pourraient-elles avoir un impact sur l'industrie de la presse, des médias et du divertissement selon toi? Il y a plein d'utilisations potentielles. La blockchain, elle permet notamment de certifier un certain nombre de choses. Et ça, pour nous, c'est très pratique qui faisons des médias. Certifier l'origine d'une information, l'origine d'un document, type une photographie, certifier qu'elle a bien été prise sur un champ de bataille, par exemple, ou dans tel ou tel pays, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Elle est aussi résiliente. Elle nous permet d'évacuer toute forme de censure. Et donc, elle nous permet, dans certains terrains, là aussi, soumis à des régimes plus ou moins autoritaires, de s'affranchir de l'envie de censurer d'un tel ou un tel. Ça, c'est aussi une des utilisations potentielles de la blockchain sur laquelle on garde un œil. Les crypto-monnaies, elles nous permettent, vous l'avez vu, de financer des projets simplement parce qu'il y a une petite manne d'argent qui dort sur les portefeuilles, et de personnes qui peuvent être intéressées d'investir cet argent dans les projets qu'on va porter, les différents médias. On va avoir aussi possibilité d'utiliser, comme on l'a fait nous, les NFT qui sont donc technologies liées à la blockchain pour faire du membership. Alors membership chez nous, c'est uniquement pour coproduire le journal, mais on pourra avoir ce qu'on appelle les token gated sections, qui sont donc une forme de login via le NFT. On expérimente ça dans quelques jours chez nous à 20 minutes. Tout détenteur du NFT 20 minutes pourra accéder à un espace privé, un petit peu comme ce que tu as, je crois, PPC avec Uncut. Ouais, c'est ça, tout Et, à euh, fait, ouais. Mmh. la détention d'un NFT Uncut t'ouvre accès à un espace qui t'est réservé. Ces sections token gated peuvent venir un peu renouveler l'exercice du parcours logué. Pour les éditeurs, c'est un élément très important, le parcours logué. C'est comme ça qu'on récupère des informations sur nos lecteurs. C'est aussi comme ça qu'on crée de l'habitude de consultation. Mmh. Donc, toutes ces applications et bien d'autres sont pour l'instant encore des hypothèses, mais on va les tester dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Et je pense que la blockchain va s'insérer durablement dans les univers de presse. Ah, ça ouvre une nouvelle voie. Tiens, allez, je prends la question de Charles. Tiens, est-ce que vous avez proposé des espaces publicitaires sur votre numéro dématérialisé? Oui, on en a proposé, mais on pressentait que ce serait pas un. Donc le numéro est matérialisé, hein. Il a été distribué à 800 000 exemplaires dans les rues, Ouais. et c'est ce qui nous semblait hyper important, c'est de faire un journal papier sur un sujet numérique, parce que le numérique et les articles sur le numérique répondent beaucoup à une logique de search. Donc, c'est beaucoup des personnes qui cherchent quelque chose sur Google qui lisent ces papiers. Et nous, on voulait s'adresser à des personnes qui n'ont pas encore le ferment d'intérêt et qui ne sont pas encore en mesure de taper sur Google Web3 ou menace métavers, quoi. Mmh. Et donc, on a fait un numéro papier pour cette raison. Effectivement, on a vendu de la pub dans le numéro 1, et puis on va en vendre, j'espère, beaucoup dans le numéro 2, pas parce que je veux qu'il y ait plein de pubs dans le journal, mais parce que c'est comme ça, à 20 minutes, journal gratuit depuis 20 ans, on finance nos projets. Simplement, on pressentait que sur le 1, ce serait un petit peu compliqué d'avoir des annonceurs assez mûrs pour Mmh. acheter
de la pub dans un magazine gratuit à très grand tirage. Les marques qui font des expérimentations aujourd'hui dans cet univers sont pas encore dans cette phase de communication très grand public. En règle Mmh. générale, elles font plutôt des relations presse autour de leurs expérimentations, mais elles vont pas acheter des espaces pub. Donc, on a eu deux partenaires, on les salue. On a eu Orange et Ledger. Et Ledger est un soutien de la première heure et qui a permis à ce magazine de sortir. Et j'espère qu'ils seront là aussi avec le 2, parce que c'est important aussi pour nous d'avoir ce type de ressources pour nous accompagner. Excellent. Je prends la question de Lisa. Elle te dit 20 minutes, tu as été pionnier sur pas mal de choses. Qu'est-ce que ça change dans la relation avec les lecteurs d'aller sur cette thématique du Web3, des NFT? Ça change pas mal de choses de leur proposer à, en tout cas, 800 d'entre eux, puisqu'on a vendu les 1000 NFT, mais certains en ont acheté plusieurs, de proposer à ces 800 personnes qui étaient particulièrement investies, puisqu'elles ont mis plusieurs centaines d'euros sur la table, de coproduire avec nous un magazine. Donc ça, c'est déjà un gros, gros changement. Et pour les personnes qui ont fait cette démarche-là, je peux le dire à leur place, je pense, c'est quand même une expérience qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait connaître sur des groupes Facebook ou en section commentaires des différents articles. Et puis avec l'ensemble des lecteurs, ce que ça change, c'est finalement pas grand-chose. Il n'y a pas eu de gros, gros retours des lecteurs quand on les a pris par surprise. Parce que je vous ai dit qu'on a distribué 800 000 exemplaires, on les a distribués à la place de 20 minutes. C'est des gens qui voulaient avoir leurs 20 minutes et qui se sont retrouvés avec 20 minutes, notre magazine consacré au Web3, et qui donc ont été un petit peu, j'imagine, décontenancés puisqu'on ne parlait que de Web3, avec des papiers plus longs que d'habitude et des angles un petit peu surprenants pour qui aime l'information générale. On n'a pas eu beaucoup de retours et donc je suis plutôt satisfait que ça n'ait pas changé grand-chose dans notre relation avec les lecteurs. Ils nous font confiance quand on leur dit ce sujet-là mérite que vous y consacriez un petit peu de temps, même si c'est pas pour l'instant votre quotidien, même si vous êtes réticent aux nouvelles technologies. De toute façon, elles vont avoir un impact dans vos vies quotidiennes. Jetez un œil le temps d'un trajet, c'est quand même encore l'habitude de consommation de 20 minutes. Jetez un œil le temps d'un trajet, vous verrez, vous commencerez à vous faire une idée sur le sujet. Et ça peut vous amener à ouvrir d'autres portes dans le futur. Donc, je suis content que ça n'ait pas changé grand-chose. Donc un sujet d'inclusion finalement, hein, que vous traitez. Je prends la question de Jean-Luc qui te dit: «Est-ce que les NFT sont à la portée de tous, grand public, ou pour l'instant c'est seulement à des spécialistes qui sont dotés d'un portefeuille de crypto-devises?» Je suis plutôt sur la deuxième réponse. C'est plutôt un sujet qui est encore réservé à des personnes qui ont un, je ne sais pas si c'est le portefeuille de crypto-devises est l'élément structurant. Simplement, il marque un intérêt pour le sujet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui permettent d'acheter des NFT avec sa carte de crédit, sa carte de paiement en fiat, hein, en monnaie classique. Donc, en soi, ça ne devrait pas être un problème. N'empêche que le terme peut un petit peu rebuter, que la techno en elle-même, elle demande un petit travail de recherche, d'information. Et donc, on s'adresse aujourd'hui, quand on vend des NFT, à une toute petite partie de la population. Nous, notre souhait, c'est que le Web3 ne reproduise pas ce que les deux Web précédents ont fait, c'est-à-dire laisser énormément de monde sur le bord de la route. C'est pour ça qu'on fait des magazines à l'attention de l'ensemble de notre lectorat et pas uniquement dans la section high-tech de nos sites. C'est pour ça aussi que le numéro 2 du magazine sera entièrement consacré à l'inclusion numérique avec des initiatives menées à droite à gauche en faveur de l'inclusion et puis surtout un état des lieux, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'initiatives, mais il y a un état des lieux qui est assez clair. On parle de 13 millions de personnes dans le rapport Toubon Mmh. qui souffrent d'électronisme en France. 13 millions de personnes, c'est énormément de monde. Effectivement, ces personnes sont éloignées de l'univers du NFT pour la plupart, même si l'électronisme recoupe des réalités très différentes. Et nous, notre rôle de média très grand public, c'est de diffuser le savoir, pas nécessairement de faire du prosélytisme et d'encourager les gens à acheter leur NFT, mais diffuser le savoir. Et puis, pour les autres acteurs de cette sphère-là, je pense que le jeu, ça va être de faire disparaître petit à petit la technologie et de mettre en avant les usages, puisque le NFT est quand même très pratique. Il permet pas mal d'utilités à un coût assez réduit pour l'émetteur. Et ça, pour nous qui montons des projets, c'est hyper important, mais pour les personnes qui les achèteront et qui ne sont pas dans ces fameux 8 ou 12% d'early adopters, c'est un élément inintéressant. Donc il va falloir faire disparaître la technologie pour que les gens se concentrent sur l'usage et puissent acheter des choses qui leur soient utiles
que ce soit des NFT ou pas des NFT, elles s'en foutront. Et donc, il faut que la techno soit assez transparente et que, notamment, également, les applications qui permettent de stocker ou d'avoir accès à ces NFT soient un peu plus intuitives que ce qu'on a aujourd'hui avec des crypto-wallets qui sont quand même vraiment, vraiment peu pratiques. Mmh. Question de Laura, elle te demande, elle dit: «Bon, 20 minutes est très grand public et généraliste. Elle est sur un secteur d entre guillemets «de niche» comme le web 3 a ouvert à un autre segment de lecteurs ou a permis d'identifier celles et ceux qui étaient déjà intéressés dans l'audience existante?» Vous avez un peu plus de connaissances sur ces justement ceux qui ont acheté tout ça? Vous avez une relation maintenant avec eux sur Discord? Vous les connaissez mieux? Vous comprenez bien qui ils sont? Ouais, on comprend un peu mieux qui ils sont, même si ça reste le web 3, donc on s'est interdit de leur demander quoi que ce soit. Et c'est des relations interpersonnelles qui se nouent sur le serveur et je découvre petit à petit, je suis à tel point dans le brouillard que je découvre souvent même, leur sexe, au gré de la discussion et parfois plusieurs semaines après le début de nos échanges parce que, bah, les avatars, sont ce qu'ils sont, ils sont pas forcément genrés ou alors, certains s'amusent à brouiller les cartes là-dessus et ils ont bien raison puisque c'est aussi une des logiques du web 3. Donc on découvre petit à petit qui sont ces membres et détenteurs de NFT et on découvre globalement une bonne partie n'était pas lecteur de 20 minutes avant cette opération et nous a rejoints parce qu'on était les pionniers. Tu le disais gentiment tout à l'heure, on est parmi les premiers au monde, en tout cas on est les premiers au monde à avoir créé ce type de, de groupe. Euh, mais bon, voilà, il y a eu des expérimentations de médias avec les NFT avant nous, notamment Time. Et globalement, ces gens qui suivaient ces expérimentations n'étaient pas encore lecteurs de 20 minutes. Pour la plupart, ils vivaient pas dans les villes où on a distribué 20 minutes, soit parce qu'ils étaient à l'étranger, on a pas mal de Suisses, soit parce que ils étaient dans des villes de taille un peu plus petite et que donc ils n'ont pas accès au réseau de distribution classique de 20 minutes. Ce qui nous a d'ailleurs conduit à mettre en place une vente du numéro gratuit, ce qui est assez bizarre. Je dis vente parce qu'il fallait s'acquitter des frais de port. Mais voilà, grâce à Prisma, on a pu mettre notre numéro en vente relative pour les gens qui étaient loin des points de distribution. Et entre eux, sur le Discord, c'était assez rigolo. On les a récompensés avec des polos 20 minutes pour ceux qui ont fait ça, mais certains qui habitaient dans les grandes villes ont récupéré une dizaine ou une vingtaine d'exemplaires et les ont envoyés aux autres en se faisant payer en crypto-monnaie les frais de port. Enfin, c'était assez réjouissant de voir tout ça sur le serveur. Ouais, c'est vraiment la création d'une communauté, c'est merveilleux. Un dernier point peut-être, Laurent, parce que, bah, l'heure tourne et c'est la dernière question de ce podcast. Comment tu envisages les choses pour la prochaine année, pour les 12 prochains mois? Quelles sont les envies que vous ouais, les choses où vous avez envie de tester des choses? C'est quoi? Alors, j'ai pas envie, en tout cas, de recommencer un drop parce que c'est pour ceux qui en ont fait donc une vente en temps limité, d'un stock limité, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant et je reste journaliste avant d'être marketeur. Donc, je ne referai pas ça. Donc ça, c'est déjà une case de cocher. Ce qu'en revanche, je veux explorer encore avec les NFT, c'est sans doute d'autres formes de NFT qui permettraient, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire disparaître un petit peu le sous-jacent technologique et d'être concentré sur l'usage. Donc ça, c'est un des aspects. Et puis nous, on a monté tout ce projet avec l'équipe pour parler de métavers, parce qu'on pense que le monde virtuel adossé au Web3 sont des mondes virtuels plus vertueux. Donc on veut expérimenter un certain nombre de choses. On a fait nos premiers pas au tout début de l'année en distribuant, à la rentrée pardon, de septembre, en distribuant 20 minutes dans Decentraland, qui est un monde virtuel décentralisé. On espère pouvoir monter d'autres projets dans les 12 mois qui viennent. On espère que cette problématique de décentralisation va prendre de la place dans le débat public et que globalement, les uns les autres, on va pouvoir s'exprimer sur le futur qu'on souhaite voir advenir autour de ces technologies. Et les promoteurs d'un monde assez décentralisé et respectueux des données personnelles de chacun. On espère que d'autres vont nous rejoindre et alimenter ce débat public. Ben, grand merci, Laurent, d'être passé ce matin dans ce podcast. Merci Et encore beaucoup. toutes mes excuses pour ce méchant retard. Ça sont les choses qui arrivent. C'est les joies du direct, hein, en fait, en même temps, mais c'était formidable. Merci à toi pour ce témoignage. Tu restes avec nous parce que, oui, pour celles et ceux qui ont pris leur NFT, justement, ben voilà, j'ouvre la VIP Room. C'est très simple. Vous prenez votre ticket et puis derrière, on va pouvoir causer ouais, pendant 35 minutes avec notre invité en tout petit comité. Je vois déjà certains qui sont déjà
déjà arrivé dans la régie. Merveilleux. On va lancer le jingle de fin de cet épisode du Web3 Café. N'hésite pas à t'abonner, à mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et sur tout ce que tu veux. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.